Bonsoir, chères Triéloises et chers Triélois. Nous vous proposons ce soir un échange en direct face à des questions que vous n'arrêtez pas de nous poser sur l'actualité concernant la mairie de Triel. Je vous présente quand même les élus de Vivre Ensemble à Triel. Donc vous avez Hassana Sakou et Elisabeth Le Certeur qui ne peuvent pas être là parmi nous ce soir. Mais autour de moi, il y a Anne Laporte, Swad Benjelou et Lynn Wenzel. Bonsoir. Bonsoir. Alors par rapport au point sur l'actualité, une chose importante, on a déjà fait des communications, nous sommes élus, rappelez-vous, depuis juillet 2020. On a fait un certain nombre de communications sur la question financière, sur la question justement de la situation des agents au sein de notre ville, et même sur certains projets concernant notre ville, aménagement, etc. Ce soir, pourquoi cet échange en direct? Nous sommes particulièrement quand même inquiets. Nous sommes même sidérés par certaines situations. On s'est quand même présenté aux élections municipales, on a été élus pour être au service de la ville. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a trois questions primordiales qui se posent. La situation financière, la situation des agents dans notre ville. Et nous vous expliquerons aussi, pour finir, quelle est notre action que nous menons à l'heure actuelle avec 9 élus de la majorité et 3 autres élus. Donc on va commencer par la question justement des agents dans notre ville. Alors, une chose importante quand même avant de commencer, excusez-moi, si vous avez des questions à poser au fil de notre intervention, les 3 points, on va commencer par la question des agents. La deuxième, ce sera sur la question financière et la troisième sur la situation avec les élus de la majorité. Absolument. Et les 3 autres élus. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, soit nous y répondons, ou soit à la fin. Donc par rapport à la question des ressources humaines, c'est une question qui nous paraît vraiment primordiale aujourd'hui. Pourquoi? Depuis le printemps dernier, il y a plusieurs agents qui nous ont interpellés sur leur épuisement au travail. Il faut rappeler qu'il y a un turnover important. Depuis le début de la mandature, il y a 34 départs. 34 départs, des exemples. À la direction des ressources humaines, nous sommes arrivés à la 3e personne. À la direction des affaires scolaires, il n'y a aucun agent. Donc ça a des conséquences aussi sur le dysfonctionnement des services vous concernant. Alors bien sûr, on a été élus par vous, on vous représente, mais il faut savoir aussi que les agents ont un rôle primordial pour notre ville. Ils sont à notre service, c'est eux qui font tourner finalement les services qui sont finalement indispensables nous concernant, exemple les services scolaires. Un autre point aussi, c'est par rapport au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, qui est une obligation. Depuis le début de la mandature, en juillet 2020, aucun CHSCT ne s'est réuni. Pourtant, nous avons fait des démarches par rapport au CHSCT, nous avons écrit au préfet, nous avons eu une réponse du sous-préfet. Soi-disant, un CHSCT serait réuni le 5 septembre dernier, ce qui n'est pas le cas. Depuis début septembre, il y a eu aussi une chose très importante à la mairie, c'est que la directrice des ressources humaines a remis au maire et à la DGS, c'est-à-dire la directrice générale des services, un rapport suite à plusieurs signalements d'agents concernant des situations de souffrance, concernant d'un stress inhérent et qui, bien sûr, avaient des conséquences sur leur état de santé, avaient des conséquences aussi sur leur travail. Ce rapport a été donc remis. Ensuite, une enquête du CIG a été diligentée. Donc le CIG, c'est une instance départementale. Les mairies peuvent y adhérer. Et en échange, on a des informations concernant justement le statut, les conditions des agents. Et éventuellement, si un agent est absent, on peut faire appel au CIG. Donc le médiateur du CIG est venu faire une enquête au sein de la mairie. Et ce rapport a été présenté, pas simplement, comme à l'habitude, à une personne à la mairie, souvent c'est le maire ou la DGS, mais ce rapport a été présenté devant les élus. Nous, en tant qu'élus de la minorité, nous n'avons pas pu assister. Le maire nous a interdit l'accès à la salle des commissions. D'ailleurs, la police municipale nous a bloqué les escaliers. Ce n'est pas la police municipale et les policiers municipaux qui finalement ont pris cette initiative. Il faut savoir que c'est le maire, bien sûr, qui leur a donné cet ordre. Et le maire, nous avons d'ailleurs demandé au directeur de la police municipale de demander au maire de nous le dire de vive voix. Et en face, monsieur le maire ne s'est pas déplacé. Ça paraît peut-être anecdotique, finalement, ce que je suis en train de vous dire, le fait qu'on ait été bloqué dans les escaliers, mais ça montre aussi le manque d'informations que nous avons depuis le début de la mandature. Informations concernant bien sûr les agents, informations concernant
tous les dossiers qui sont vraiment capitaux pour le bon fonctionnement de notre ville. Il faut aussi préciser une chose quand même très grave, c'est qu'entre la remise du rapport début septembre et la présentation du rapport par la DRH au maire et à la DGS, et à la présentation du rapport par le responsable du CIG, 2 agents ont eu des problèmes de santé, tout à fait. Un AVC pour un des agents et une tentative de suicide pour l'autre agent. Donc nous sommes face à une situation qui nous inquiète particulièrement. Nous sommes élus et nous sommes aussi représentants bien sûr des agents de notre ville. Quand on regarde justement aujourd'hui l'état du management par le maire, parce que rappelons, le maire est responsable du personnel de notre ville, nous sommes très inquiets. Il n'y a pas l'application du CHSCT, il n'y a pas pour l'instant finalement de mesures fortes qui nous paraissent suffisantes pour sortir de cette situation de souffrance psychosociaux concernant les agents. Et en plus, je dirais que la situation de santé des agents a aussi des conséquences sur la qualité des services de notre ville. Je passe peut-être la parole à Souad par rapport à la question. Absolument, merci Sophie. Alors, moi, mon interrogation, surtout mon inquiétude, se tourne autour de la partie financière. C'est-à-dire que je pense que vous nous avez déjà vus à plusieurs reprises lors des conseils municipaux qui se sont déroulés depuis plus de 2 ans. J'interviens très régulièrement sur les sujets financiers, de provision, de budget, et il est hyper important pour moi de mettre en exergue la problématique de l'exercice du pouvoir de monsieur le maire. En fait, la situation financière à date nous préoccupe énormément. Nous réalisons qu'il n'y a pas de visibilité, qu'il n'y a pas de vision de la gestion, qu'il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de négociation. Tout est décidé par le maire et uniquement par le maire et nous est présenté lors des CM simplement pour que ça soit régularisé sur le plan administratif. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes des élus. Cette situation nous préoccupe fortement. Je pense que ça vous préoccupe aussi parce que pour reprendre un cas très pratico-pratique pour les parents, dont je suis également, des augmentations par exemple des tarifs scolaires qui ont été un élément important. On a augmenté les tarifs de scolaires et périscolaires en plein milieu d'année. Et ça s'est passé en avril dernier. Alors que nous aurions pu peut-être d'abord essayer de discuter avec les associations, discuter avec les parents d'élèves, prendre des décisions communes afin de voir quelle était la meilleure solution pour les parents, mais bien sûr aussi pour la mairie. Parce que je comprends aussi que la mairie a des augmentations et subit des augmentations des matières premières qu'il faut savoir répercuter, mais de manière réfléchie et mesurée. Pour qu'il n'y ait pas de choc et surtout vis-à-vis des familles de déséquilibre budgétaire. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui a été fait. On nous annonce comme cela, rapidement, lors d'un CM, qu'une délibération est sur les augmentations des tarifs scolaires. Et ça, nous en sommes absolument pas d'accord. Et on l'a partagé avec vous sur les réseaux sociaux. Sophie, tu as largement communiqué sur ce point et tu as fait passer l'information, Anne aussi, autour de tes contacts que tu as pu avoir avec des parents d'élèves. Il y a aussi une autre information financière qui nous préoccupe énormément, ce sont les promesses de campagne. Les promesses de campagne concernant le Hulot du théâtre. Alors vous avez tous vu, et vous le voyez encore, qu'il y a eu beaucoup de transformations. C'est un lieu a priori, qui est aujourd'hui utilisé pour faire des fêtes et des rassemblements. Ça c'est très bien, je dis que les fêtes sont aussi intéressantes et c'est important pour la dynamique de notre ville. Mais néanmoins, tout cela doit être mesuré. Ça doit être contrôlé. On ne peut pas aller à des dépenses non mesurées, non contrôlées par rapport à un budget. Nous sommes dans un budget, le budget de la ville est simple. C'est des ménagères qui ont une somme à payer, on fait rentrer des revenus et on ne peut pas dépenser plus que ce que nous faisons rentrer en revenus. Donc aujourd'hui, c'est cet équilibre-là qui nous semble aujourd'hui être en danger. Et pourquoi il est en danger? Parce qu'on se rend compte également que monsieur le maire a augmenté de manière très 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 importante l'endettement de la ville. N'oublions pas une chose très importante. En 2020, lorsque le maire est arrivé au pouvoir je me reprends. Lorsque le maire, monsieur Aoun, est arrivé en 2020, la situation de la dette était de à peu près 5 millions. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 10 millions en 2 ans, ce qui est colossal. Pourquoi colossal? Parce que derrière ces emprunts, je ne vois pas d'événements lourds. Un gros investissement de 10 millions, par exemple, qui justifierait, par exemple, un investissement lourd de 5 millions. Non, on emprunte parce que les caisses sont vides. Et pourquoi les caisses sont vides? Parce qu'on gère mal, on dépense trop pour tel ou tel poste.
Je ne ferai pas de détails parce que ce n'est pas le sujet et je n'ai pas envie de vous noyer avec des informations trop financières et trop pointues. Ce n'est pas le but d'échange aujourd'hui. Mais c'est surtout de vous communiquer qu'il y a alerte rouge. Et nous en sommes conscients. Et c'est de notre rôle et de notre devoir en tant qu'élus de le partager avec vous. Et elle est là, la véritable idée de notre échange de ce soir. Il y a aussi un point auquel on attache une grande importance, c'est le suivi de la gestion budgétaire et surtout du budget de fonctionnement, qui est pour nous le budget standard de la vie du quotidien, de la partie scolaire, de l'entretien de la ville de manière générale. Et bien sur ces budgets-là, on a une vision courte, on n'a pas de visibilité. Pourtant nous sommes élus, et en tant qu'élus nous aurions droit, et c'est notre droit, de demander une lecture des comptes. Par exemple, j'aurai le droit de me déplacer à la mairie et de demander au service comptable de me fournir, alors avec un délai bien évidemment, des livres de comptes que je me permettrai de regarder pour vérifier, en tant qu'élu, en tant que représentant que vous êtes aussi triénois, de vous dire « Ah, c'est bien, les comptes sont bien tenus ». Mais ce n'est pas le cas. L'accès nous est interdit. Les comptes nous sont interdits. Toute demande de facture ou copie de facture nous est interdite. Ce qui nous semble aujourd'hui intolérable. Et c'est inacceptable. Donc encore une fois, c'est cet exercice du pouvoir qui est complètement auto-centré autour de Monsieur le maire, qui nous semble non seulement inapproprié, mais surtout illégal. Je suis désolée de le dire aujourd'hui, mais c'est une réalité. Monsieur le maire doit partager les informations, il doit collaborer avec nous. Les commissions sont faites pour cela, d'ailleurs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Lynch, Je me permets, par bien rapport sûr. au projet de Guido du théâtre, une chose qui est quand même incroyable, nous n'avons jamais eu une présentation du projet. Jamais. Non, on ne sait pas. Mais tu t'en auras pas, je te rassure. Je sais bien. Donc la problématique, elle est là. Et que l'idée aujourd'hui, c'est pas de dire « Ah, ben on veut pointer les choses », c'est qu'on n'est pas du tout mêlé à nos échanges. Nous n'avons aucune visibilité. Et c'est un vrai sujet. Donc on le partage avec vous de manière très conviviale et sans prendre trop de forme pompeuse, parce que l'intérêt était d'échanger et ne pas vous abreuver d'informations indigestes ou plutôt pas très claires pour vous. Je vais laisser la parole à Lynn, qui aussi a des choses à vous dire. Alors moi c'est un peu différent. Je pense que vous posez certainement la question de savoir pourquoi il y a une deuxième vague de départ au CM, dans quelles circonstances elle a eu lieu. En tout premier, on va expliquer d'abord pourquoi 3 d'entre nous, au tout début de la mandature, nous nous sommes désolidarisés de Triel Séni. Il s'agit d'Elisabeth Le Serteur, Hassana Sakou et moi-même. Nous avons compris au second CM que les dérives financières commençaient et il n'était pas question pour nous de trahir les électeurs qui nous ont fait confiance. Concernant la seconde vague de départ, il y a plusieurs raisons. En tout premier, la détérioration de l'ambiance des conditions de travail des employés de la mairie, avec 2 alarmes, comme l'a dit Sophie, un AVC et une tentative de suicide. C'est pas rien, ça nous inquiète. Ouais. Ça nous inquiète énormément. Parce que pour que quelqu'un en arrive là, il a dû beaucoup subir. En second, le manque de concertation au sein même du groupe majoritaire, avec des informations contradictoires qu'on leur donnait. Suite à ces événements, ce groupe a décidé de se concerter avec l'opposition pour être entendu. Très bien, c'est vrai, tout à fait. Alors je reviens un petit peu aussi sur l'aspect RH dont tu abordais tout à l'heure, sur les agents. Il y a aussi, alors pourquoi on aborde ce sujet et qu'on le pointe assez fortement? Parce que c'est de notre responsabilité. Moi je me sens responsable des agents qui souffrent. C'est de la responsabilité du maire en première ligne, c'est la réalité. Mais c'est de notre responsabilité de le dénoncer. Si on ne dit rien, on est complice. Donc moi je suis désolée, mais c'est aussi notre devoir. Et d'ailleurs, c'est la question de la souffrance des agents qui a été une élément étincelle, déclencheur, un élément déclencheur de la part des 9 élus de la majorité. Quand ils nous ont contactés, nous aussi, cette souffrance humaine, ce n'est pas possible. Là, c'est un cap qui a été franchi. Et c'est l'étincelle, mais ce n'est pas le seul dossier. C'est-à-dire que finalement, derrière, il y a aussi, ils se sont rendus compte que certains qui cachent la forêt. Exactement, Ouais, certaines informations, ça. ils ne l'ont pas. Donc ils ne peuvent pas non plus, même sur leur propre budget. Donc on a fait du coup un courrier au maire qui date de début du 19 octobre, plus exactement. C'est récent. Donc pour lui demander un conseil municipal exceptionnel qui normalement devait se réunir dans les 30 jours. Pour l'instant, nous n'avons aucune réponse de monsieur le maire. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade? Absolument pas pour faire un coup d'État comme certains le font circuler, parce que c'est un peu cette idée, pour provoquer de nouvelles élections, absolument pas.
La preuve, le 3 juillet 2020, nous avons les 33 élus du conseil municipal voté en faveur d'un maximum de délégations concernant le maire. C'est vrai. Aujourd'hui, on constate finalement qu'il y a eu un abus de ces délégations. Donc c'est tout simplement pour dire stop aux dérives. À un moment donné, quand vous donnez du pouvoir et que la personne pratique bien ce pouvoir, très bien. Pourquoi on a aucune... Exactement. Et là, on se rend compte qu'il y a de telles dérives. Il l'exerce de manière personnelle. Et en plus, il ne rend pas de compte à personne, même pas à son équipe. Tout à fait. Et en plus, le souci, c'est que on a, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Swan, on n'a aucune visibilité. Donc on se dit qu'en abusant en plus des délégations, qu'est-ce qu'on va se retrouver face à quelle situation? C'est ça le souci. Donc on a fait ce courrier à signer justement de 18 élus, donc c'est important parce qu'il faut savoir que la majorité absolue c'est 17. Donc à l'heure actuelle, nous sommes 18 à avoir signé ce courrier. Et pour l'instant, nous n'avons aucune réponse du maire, alors que normalement un tiers du CM a demandé finalement ce conseil municipal exceptionnel. Mais moi, je rebondis sur ce que tu dis et je pense qu'il est aussi important, et on le souligne dans notre échange de ce soir, c'est qu'il y a une véritable alerte. C'est-à-dire que 9, presque 10 élus de la majorité actuelle décident de se désolidariser. C'est un signe fort, c'est un signe important, et surtout c'est que ça abonde complètement dans notre approche. Ils ont les mêmes constats, on ne va pas les reprendre, d'exercice du pouvoir de manière complètement individuelle et tournée autour du maire. Aujourd'hui, ces élus-là, nous sommes en concertation, on discute de manière très constructive autour des sujets de la ville. Notre but à tous, tous autant que nous sommes, vraiment, est d'apporter un service optimal à la population, d'apporter une vie agréable à la population et de faire de notre ville un endroit agréable à vivre, dans tous les sens du terme. Que ça soit associatif et de partage. Et que toute personne se sente reconnue et au moins ait envie de vivre dans notre ville. On veut tout simplement un fonctionnement normal d'un conseil municipal, c'est-à-dire des décisions qui sont prises de manière collégiale. D'ailleurs, le maire est le représentant des élus du conseil municipal. Il doit faire valider la plupart de ces grandes décisions. Et pour l'instant, on n'a absolument pas cette transparence. Alors, c'est quand même le but de cette demande de retrait de délégation. Ce retrait de délégation a pour but un truc très simple. C'est que nous lui avons donné les pleins pouvoirs. Il les a exercés pendant 2 ans et on réalise aujourd'hui, après un bilan de 2 années, que ça va dans des dérives très lourdes. Donc pour éviter d'avoir à supporter, à essuyer les plâtres et à supporter un impact lourd de ces décisions, nous avons décidé de manière commune, avec les élus les élus de la majorité qui se retournent contre monsieur le maire aujourd'hui, de lui enlever une partie de ses délégations. Ça ne lui enlève pas le rôle de maire, il restera maire de notre ville, il pourra exercer son rôle de manière plus équilibrée et devra de toute façon collaborer avec nous pour des décisions. Alors, il y a une question qui est intéressante. intéressante. Surtout. Non, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Je me permets, il y a une question qui est intéressante, c'est que pensez-vous du tract de monsieur le maire et qui a été en plus distribué dans les boîtes aux lettres? Alors, je trouve que c'est pas une information municipale, c'est juste une position du maire qui répondrait à des soi-disant des attaques. Je trouve que c'est pas de ressort du maire. En plus, ce tract il a été distribué dans les boîtes aux lettres, c'est nous qui le payons, c'est nos deniers municipaux, c'est nos évidemment. On arrive, et on a l'impression, alors, on lui a donné une alerte, parce que c'est ça l'alerte, c'est dire attention, peut-être ce mode de gouvernance amène à des dérives, donc il est temps justement de revoir peut-être le contrat, tout simplement, de gouverner de manière collégiale et d'avancer progressivement, et là, à cette alerte, on a un tract, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est ça qui est assez... Après, on a l'impression qu'en plus, on est inaudible. Alors qu'on est une majorité. 18 sur 33, c'est une majorité au sein. C'est pas un tiers. Et surtout, c'est que moi, j'ai lu rapidement, et je ne le cache pas, quelques éléments, et je vais simplement soulever celui de la navette. Ah oui. Les informations données sont juste incohérentes. C'est juste incohérent, je parle de la finance parce que ça fait partie de mon scope de compétences. Et sincèrement, c'est juste incohérent. Quand on annonce 20 000 € de frais de fonctionnement pour une navette, juste les 2 chauffeurs, plus l'essence, plus la gestion de la batterie,
on est déjà loin des 20, à mon sens. Mais bon. Et c'est comme un salaire de 300 000 euros, comme si on ne savait pas tous autour Alors, de on ne cette va pas table. parler des salaires, parce qu'on ne veut Non, pas non, non mais plus c'est spolier, c'est important, important, mais mais ça, 300 000 euros pour c'est un agent incohérent, ça veut rien territorial, dire. je suis enseignante, Ça veut rien on dire. connaît les Ça veut salaires, rien on n'est pas du tout dans ces... Donc, c'est toujours de l'interprétation qui est fallacieuse, c'est-à-dire un exemple, quand on avait indiqué, on n'a absolument rien contre les policiers municipaux, ça on vient de le préciser, mais quand on a pointé que le budget de la police municipale avait augmenté, les charges de personnel avaient augmenté d'environ 300 000 euros, on nous dit que c'est pour un emploi supplémentaire. Bon, ça veut dire qu'il y a eu aussi des heures supplémentaires qui ont été effectuées. On a un budget quand même qui est, on va dire, élevé par rapport à notre ville. Donc c'est ça qu'on pointait. Par rapport à d'autres secteurs, et dire aux parents, du jour au lendemain, à la fin des vacances de février, on augmente les tarifs scolaires et périscolaires, alors que ce sont simplement les repas de cantine qui augmentent. D'ailleurs, le maire n'a jamais voulu nous dire quel était le pourcentage d'augmentation, et à partir de quand cette augmentation était validée. C'est-à-dire que fin février, est-ce que c'était tout de suite, est-ce que c'était après? C'est à chaque fois des sujets finalement qui sont... Il y a des questions, je pense qu'il faudrait qu'on réponde. Alors il y a une question qui est, qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement? Alors qu'est-ce qu'on souhaite faire exactement? Déjà, c'est cette action commune avec les élus de la majorité, ça nous paraît important. Par rapport au prochain conseil municipal, si on n'a pas un conseil exceptionnel, parce que pour l'instant on n'a aucune réponse, c'est lors du conseil municipal, bien sûr, travailler sur les dossiers de fond. S'il y a des délibérations qui nous paraissent cohérentes, on votera en faveur. Voilà, on revient toujours sur la même chose. Hein, il faudrait que ces commissions fonctionnent correctement. Excuse-moi du peu. Non, mais c'est que l'exercice du pouvoir doit être partagé. C'est tout ce qu'on souhaite. Donc je réponds à la question très simplement, c'est que notre intérêt, notre action d'aujourd'hui est d'arrêter notre maire à avoir un exercice du pouvoir autour de lui uniquement. C'est de le ramener à un fonctionnement normal. Tout simplement. On prend des délibérations, on les étudie ensemble et on décide ensemble. Et non pas, je décide tout seul et vous actez. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Surtout qu'on est tellement plus intelligent à plusieurs que tout seul. Voilà. Tout le monde le sait. Alors il y a aussi une autre question concernant la dette financière. Alors la dette financière, je ne sais pas s'il y a un intérêt vraiment important, mais puisque la question a été posée, je vais y répondre. On a une dette financière en fin d'année, a priori, d'un atterrissage d'une dette de 10 millions. Alors on n'a pas totalement les chiffres, malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure. Je n'ai pas les éléments factuels. Je pars du budget et je vais, en fonction des DM qui me seront, des documents qui me seront communiqués, je pourrais avoir une vision juste. Mais en tout cas, par rapport à l'arrêté des comptes d'avril 2022 et le budget annoncé, nous serions à un atterrissage d'à peu près 10 millions. Alors après, il y a la question du ratio d'endettement. Ça, c'est encore un sujet qu'on abordera. Mais c'est quand même important parce que quand on emprunte, il faut aussi avoir la capacité de rembourser. Exactement. En fait, et donc, c'est ça qui nous inquiète. Qu'est-ce qu'on a en tant qu'épargne aujourd'hui dans les caisses de la mairie? Ça, on est incapable de vous le dire. C'est le brouillard total. Donc, c'est toujours la même chose. C'est que quand vous empruntez pour des projets tangibles, et puis les choix. Alors, j'essaie de regarder s'il y a des questions. Et voilà, c'est ce que tu as dit, quelles sont les capacités financières de la ville pour la fin de l'année. Ben, je pense qu'elles sont pour l'instant assez courtes, mais encore une fois, la visibilité est très relative, hein, vraiment. La question qu'on peut se poser, au prochain conseil municipal, y aura-t-il une décision pour modifier justement et rallonger le budget? C'est ça. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors j'ai une question aussi. Puisque plus de 50% des élus ont demandé un conseil municipal exceptionnel, comment le maire peut-il refuser et ne pas et hors la loi? Ben, en fait, le problème, c'est que parfois, il est là le problème. Il est là le problème, c'est que l'autorité lui est tellement, je dirais, secondaire qu'il va décider par lui-même. Un exemple quand l'adjointe aux affaires scolaires a démissionné, normalement, un conseil municipal aurait dû avoir lieu dans les 15 jours. Absolument. J'avais écrit d'ailleurs au préfet, même vous savez, les instances préfectorales, on a très peu de réponses. Hein. Donc du coup, non, il nous avait répondu, bon c'est pas grave, on n'est pas à une semaine, 15 jours près. Donc c'est ça qui nous inquiète, c'est qu'en plus les règles de droit, d'ailleurs on était très finalement confiants, nous quand on est arrivé élu, on s'est dit bah les règles, la loi va être appliquée, il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Et donc on en doute, comme de plus en plus on est très inquiète par rapport à ça, on se demande où ça va s'arrêter en termes de légalité. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Et de démocratie. Oui, oui. La base. Alors c'est très intéressant. Le conseil municipal aussi, le règlement du conseil municipal. On a les droits les plus stricts. Oui, Et le conseil. Et juste fini le conseil municipal exceptionnel. Le conseil municipal exceptionnel, oui, on pourrait aller jusqu'à un référé. Après, c'est toutes des démarches. Il faut savoir que nous, on est des élus de la minorité. Si on veut un avocat, c'est notre propre avocat. Le maire, il a un avocat de la mairie. Et s'il veut utiliser les services de l'avocat de la mairie, c'est nous qui les payons. Voilà. Donc c'est quand même le pot de fer contre pot de terre à des moments, mais c'est peut-être aussi David contre Goliath. Parce après, je pense qu'il est intéressant, et c'est notre rôle aussi, c'est de ne pas jouer non plus les deniers de la ville sur des actions qui sont inutiles. On ne va pas non plus demander à ce que les avocats soient actés, même si le maire en use, pour des raisons qui ne nous semblent pas importantes. On va essayer de se focuser sur des actions plus importantes pour nous, et surtout pour vous. Et c'est ça qui est le plus important. J'ai une autre observation. Alors, vous voulez un exercice collégial du pouvoir, n'est-ce pas un vœu pieux? Alors, collégial, déjà un mode de fonctionnement normal. Collégial, ce serait parfait. Je crois pas. Ah oui, collégial, c'est parfait, mais pour l'instant, ça nous paraît tellement loin. on veut juste des commissions avec des dossiers qui sont vraiment présentés en totalité, vraiment des discussions. Ensuite, que finalement, Monsieur le maire a raison quand il nous dit normalement le conseil municipal c'est Pour acter. Pour acter, il peut y avoir des débats de temps en temps, mais normalement ça se passe de manière fluide. Et nous, comme en commission, on a parfois la moitié des informations, on les reçoit 5 jours avant. Il y a autre chose qui se passe en commission. Pour faire partie de 2 commissions, le souci c'est que en fait, il y a par exemple 6 personnes, excuse-moi, t'as raison, 6 personnes. 3 sont du côté de monsieur le maire et à sa botte, et 3 sont dans l'opposition. Quand c'est 3 contre 3, c'est monsieur le maire qui décide, qui tranche. C'est lui qui tranche, donc forcément, il tranche de son côté, arbitrairement. Et ensuite, lors du conseil municipal, il dit « Ah, mais la commission a décidé de... » Et moi, je m'insurge à chaque fois parce que je dis « Non, 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 la commission n'a pas décidé. Vous avez décidé que la commission dirait ça. » C'est pas du tout la même chose. Puis un autre point sur les commissions, on n'a que 3 commissions. Oui, voilà. Ce qui est absolument, vraiment... Alors, très faible, normalement, on devrait avoir au moins 8 commissions. J'ai une autre question. Alors, comment va-t-il expliquer la future augmentation sur la restauration scolaire, car les prestataires de restauration scolaire vont faire une nouvelle augmentation? C'est une très bonne question. Parce que là, Convivio, en effet, on attend une nouvelle augmentation. Mais comment va-t-il l'acter? Est-ce qu'il va le faire répercuter directement auprès des familles? Est-ce que la municipalité va prendre en charge une partie de cette augmentation? On ne sait pas. On n'a aucune visibilité. On ne sait pas du tout. C'est une question juste parce que c'est vrai qu'avec les augmentations assez fortes qui sont annoncées sur 2023, il y a beaucoup d'inquiétudes, que ce soit de l'énergie, de la matière première, l'inflation a beaucoup bougé, et c'est une véritable inquiétude des familles, parce que c'est quand même un sujet budgétaire lourd quand même pour les parents, plusieurs enfants. On parlait des principes de l'épargne et de l'anticipation, la prudence, tous les principes de base. Non, mais je pense que c'est surtout avant tout, si monsieur le maire décide de faire une augmentation de manière unilatérale, sans en informer, comme je vous le disais tout à l'heure, les familles, les associations représentant des familles, en prenant en compte peut-être, et de manière peut-être progressive, peut-être pas de manière trop brutale, l'augmentation pourrait être acceptée. Mais c'est pareil, on est dans un rapport collégial, ou en tout cas collaboratif. J'espère qu'il le fera et qu'il écoutera ce qu'on vient de dire. Alors je ne comprends pas que vous n'ayez pas accédé aux résultats de l'enquête administrative du CIG. Alors on ne comprend pas. Pardon. Alors, j'étais dans l'escalier. Ça a été affirmé par une personne étrangère au personnel et aux élus de la commune qu'il avait entendu des échanges. Non, on n'a pas pu assister. Non. On a été bloqués dans les escaliers. On était Lynn et moi, on est arrivé avec les autres élus de la majorité. Et il y a un agent qui, malheureusement pour lui, a été mandaté pour demander s'il y avait des élus de l'opposition. Et ensuite, quand on est monté les escaliers, on a été bloqués par 2 agents de la police municipale. Donc nous, on n'a pas pu assister. Ce n'est pas à la demande du CIG, comme ça a circulé. Le médiateur du CIG n'a absolument pas ce pouvoir de dire qui assiste ou pas à la présentation du rapport. Donc c'est une volonté délibérée de monsieur le maire. Tout simplement. J'ai encore une autre observation. Alors, une commission ne décide rien, elle donne un avis et c'est le conseil municipal qui décide, ou le maire s'il a reçu la délégation. Alors, je suis d'accord avec ça et c'est l'objet de notre action. Notre action est de dire,
Donc, puisqu'il prend la liberté de décider seul, eh ben, il va falloir que cette donnée change et qu'il collabore avec nous. Alors, puisqu'il ne le fait pas de manière concertée et je dirais un peu plus intelligente et moderne, eh ben, on va le ramener à la raison en lui enlevant des délégations qu'on lui avons gentiment données le 3 juillet. Généreusement donné, je dirais. Oui, c'est vrai, généreusement donné. Alors, et à qui demander réellement cette enquête? Le maire, comme s'il affirme, ou une autre instance, comme il affirme. Non, c'est le maire. Je me demande si c'est pas même Madame la DGS qui a mandaté. Il faut savoir que c'est un rôle consultatif, le rapport qui a été remis par le CG. C'est la demande de la mairie. Ok. Alors oui, je comprends. Il y a une observation qui est faite par une personne aussi qui dit le CA21 et le BP22 et les délibérations des CM montant de l'emprunt seraient presque de 12 millions. Oui, presque, mais on n'a pas encore d'éléments concrets. C'est-à-dire que la ligne budgétée était à peu près de 12, a priori, mais la ligne n'est pas encore tirée. Donc on attend d'avoir le CA 2022 pour être certaine que le budget est bien à 10-12 millions. Mais bon, on est quand même sur des montants très importants. Oui. Je me permets de regarder l'heure. C'est 21h. Voilà, il est 21h, ça fait 30 minutes d'échange. On vous propose peut-être un prochain Facebook Live sur des thèmes différents. Oui, peut-être une réunion pour moi, je dirais une réunion publique, ça bien sûr. On a le droit, c'est dans le règlement intérieur du conseil municipal, donc profitons de peu de droits qu'on a. On va demander justement à avoir une salle à disposition, c'est la salle Grelbin, pour faire une réunion publique. On vous tiendra bien sûr informé, parce qu'un échange en direct c'est quand même plus sympathique qu'un échange, on va dire, à distance, présentiel. Complètement. Donc on vous remercie. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez aussi notre adresse mail, vivre.ensemble.triel@gmail.com. Vous pouvez aussi bien sûr nous interroger sur notre page Facebook. Je crois bien qu'il y a eu un souci par rapport à la retransmission sur YouTube. Donc on va télécharger, ne vous inquiétez pas, on va télécharger la vidéo sur YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, on vous répondra, pas en direct, mais... on répond à toutes les questions de toute façon. Merci en tout cas pour votre attention. Merci de nous avoir suivis.